Savais-tu qu'une institution financière, tout comme n'importe quel type d'entreprise, avait la possibilité de faire faillite? C'est fou, hein? Puis savais-tu que ton argent, si jamais là, ça avait à arriver, était même pas nécessairement protégé? Bien, heureusement, au Canada, la SADC, soit la Société d'assurance dépôt du Canada, est là pour nous protéger. En fait, la SADC, c'est un organisme public qui vise la stabilité financière du Canada et qui assure les dépôts que toi et moi on fait dans nos institutions financières jusqu'à concurrence de 100 000 par catégorie d'assurance, mais surtout dans les institutions qui sont membres. Concrètement, si une banque ou une coopérative de crédit fédéral, une société de fiducie ou de prêt venait à faire faillite, tes dépôts assurables sont automatiquement protégés et ce, sans frais supplémentaires. Et pour clarifier, la SADC, c'est pas une banque, c'est pas une compagnie d'assurance privée, elle ne reçoit aucun fonds du public, c'est vraiment une façon de vous protéger, mais elle se finance via les activités de ses institutions membres seulement. Fait que la prochaine fois que tu vas déposer ton argent dans ton institution financière, demande-toi si tes dépôts sont vraiment protégés. Avec la SADC, tu peux vraiment dormir sur tes deux oreilles. Hello tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. Me voici, habillée en mère Noël, couchée sur mon divan pour vous parler aujourd'hui d'un sujet fort, croustillant et surtout très populaire. En fait, aujourd'hui, je vais vous partager l'histoire d'une abonnée qui m'a été partagée en DM. Elle m'a demandé conseil à savoir pourquoi je me fais traiter un peu comme la merde par mon chum. Puis ça, c'est comme quelque chose qu'on a vécu souvent dans notre vie. Ouais, je dois avouer que surtout dans... Oh mon Dieu, j'ai la tête qui est étourdie. J'avais trop chaud. Surtout, dans ma vingtaine, je dois avouer qu'il y a beaucoup de choses que j'ai acceptées qu'aujourd'hui, je n'accepterais jamais, seulement parce que, bon, j'avais un besoin de plaire et autres. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous partager son histoire. Vous allez voir, inévitablement, j'ai changé son nom ainsi que celui de son conjoint parce qu'elle est encore avec lui en date d'aujourd'hui. Et je vous partage mon two cents. Mais également, j'ai demandé conseil à mon bon ami Marc Pistorio, avec qui je collabore, qui est un psychologue. Je vous invite vraiment à aller voir nos capsules d'ailleurs. J'ai demandé pourquoi on accepte ce genre de comportement-là. Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans des relations qui sont vraiment pas tant positives pour nous? Bien, je vous en parle dans quelques instants. Ciao! Ben oui, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Sophie et Marc. Puis là, c'est pas leur vrai nom. Essayez pas d'aller les trouver sur Instagram. Ça ne fonctionnera pas. Je suis allée avec des noms assez universels pour qu'on soit capable de s'identifier amplement. Puis la raison pour laquelle que j'ai choisi cette histoire-là, plus particulièrement, parce que oui, j'ai reçu beaucoup de DM. D'ailleurs, je veux vous remercier pour ça. C'est comme une nouvelle expérience. Vous m'écrivez toujours beaucoup, mais là, depuis que je fais des petits épisodes solo, le temps que le nouveau format de Génération Sidechick sort l'année prochaine, bien, c'est la première fois qu'on me partage autant d'histoires, tu sais. Puis je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça cool de vous lire. J'ai enfin l'impression que je ne fais pas tout ça toute seule, finalement. Donc, merci. Merci de prendre le temps de partager vos histoires, mais surtout, merci pour votre confiance parce que certaines d'entre vous, puis là, je le mets au féminin parce que je trouve que les gars sont un petit peu plus en surface quand ils m'écrivent. Mais il y a des femmes qui vont vraiment, vraiment en profondeur dans leur intimité, dans leur vulnérabilité et même dans leur souffrance. Et c'est pour moi un signe de reconnaissance, mais surtout de confiance. Puis ça me touche particulièrement. Donc, merci. Continuez à partager avec moi vos histoires. Puis comme ça, si des fois, ça fit dans un sujet ou j'ai l'impression qu'il y a plusieurs histoires qui se ressemblent. C'est un peu pourquoi, d'ailleurs, j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui. Je vais finir par en parler soit à l'épisode balado ou à vous écrire inévitablement en DM. Donc là, aujourd'hui, je vais parler de pourquoi qu'on accepte de se faire traiter un peu, je vais dire, comme de la merde. Puis là, on s'entend, là, mes mots sont des fois gros, mais c'est pour rendre le tout un peu plus caricaturé, je présume. Mais c'est pas pour apporter des jugements à la relation de qui que ce soit. J'y vais vraiment selon ma perception, selon mes blessures personnelles aussi. Il ne faut pas oublier, je suis humain. Je travaille avec des filtres comme tout le monde. Fait que des fois, je perçois certaines histoires avec mes propres blessures, mes propres filtres. Fait que c'est pas parce que je dis ou je passe un commentaire que ça veut nécessairement dire que c'est la vérité absolue, qu'il faut prendre tout ce que je dis pour du cash. C'est vraiment juste comme, si vous me demandez conseil, c'est parce que vous êtes à l'aise aussi à que je vous partage my two cents par rapport à cette histoire-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Pourquoi j'ai voulu parler de ça, c'est que d'ailleurs,
ben, je me suis non seulement reconnue, mais j'ai reconnu beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont vécu des histoires similaires. Vous avez été plusieurs à me partager des histoires qui revenaient pas mal à ça, soit des relations qui n'ont pas été super positives. Et là, ce n'est pas juste des relations amoureuses. L'exemple de Sophie et Marc, c'est une histoire d'amour. Ceci étant dit, je trouve que trop souvent, on accepte même que nos proches, que des collègues, que des amis, des sœurs, des frères, peu importe, nous traitent un peu comme de la merde, puis on est comme, on l'accepte. Puis ça devrait pas avoir lieu d'être. Tu sais, il y a personne qui mérite de se faire traiter de X, Y façon, que les intentions soient là ou non. Parce que je crois fondamentalement que les gens agissent pas nécessairement dans un but précis de nuire. Je pense vraiment pas qu'un homme, exemple, va tromper sa copine en disant « je le fais parce que je veux y faire mal ». Tu sais, après ça, il y en a peut-être, mais c'est une minorité, j'ose croire. Je pense que les gens, ils le font parce qu'ils ont un besoin, puis là, ils vont agir et après ça, il va y avoir des conséquences en collatéral à tout ça, tu sais. Mais c'est pas parce que les gens le font pas avec les mauvaises intentions qu'on devrait non plus l'accepter à outrance ou de rester dans une situation, dans une relation qui nous fait souffrir. J'ai déjà parlé précédemment sur TikTok, notamment de ma relation avec une de mes sœurs. C'est un TikTok d'ailleurs qui a été fulgurant. Je pense que c'est le premier qui m'a permis de dépasser le demi-million en quelques jours. Parce que c'est des sujets qu'on parle pas. C'est très tabou de dire comme hey, t'as beau être ma sœur, mais si tu me fais pas sentir bien dans ma vie, si tu m'apportes pas quelque chose de positif, ben je verrais pas pourquoi je continuerais à avoir une relation avec toi. Je verrais pas pourquoi, sous prétexte qu'on a le même ADN, qu'on partage la même famille, le même noyau, que je devrais rester dans une situation qui est souffrante. Puis ça, les gens, ils étaient comme « Oh my God! » Puis j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui étaient comme « Hey, ma belle-sœur, mon beau-frère, mon ci, mon ça. » Tu sais, c'est quelque chose qui est quand même universel. Puis je veux pas banaliser ça puis dire que toutes les familles des maillons faibles, c'est pas ça que je veux dire. Puis là, je parle pas de ma sœur, mais je parle des relations qui sont plus faibles. Mais je pense que c'est normal, dans une famille, on ne choisit pas nécessairement le tempérament des personnes qui nous entourent. On ne choisit pas la personnalité de notre frère, notre sœur. C'est pas parce que c'est les mêmes parents qui nous ont élevés qu'on a vécu les expériences de la même façon. Hein? Je le disais au début, on va vivre une situation où on va avoir des résultats face à cette situation-là par rapport à nos filtres, nos expériences, nos émotions. Puis ça vient exactement impacter nos relations avec les membres de notre famille. Tu sais, nos amis, par exemple, on les choisit. Notre copain, copine, j'espère qu'on les choisit aussi. Du moins, si vous ne le faites pas ou vous avez l'impression d'être pogné un peu là-dedans, bien, c'est peut-être le temps de te questionner. Tu sais. Mais bref, c'est pas quelque chose qui est anodin, puis surtout, c'est pas quelque chose qui est rare. Fait que j'avais envie d'aborder le sujet aujourd'hui. Donc, on va commencer par parler de l'histoire de Sophie et Marc. Merci beaucoup d'ailleurs pour ton partage, Sophie. C'est vraiment généreux de ta part. Puis là, bien, tu me permets de faire un épisode. Mais aussi parce que je trouve que de le partager comme ça va peut-être aider les gens à se voir dans une relation, dans ce type de relation-là ou cette dynamique-là. Puis je suis persuadée que tu es loin d'être la seule. Donc, je lis tel quel. Je ne fais pas de modification d'ailleurs dans vos témoignages, à moins qu'on me le demande, comme par exemple dans cet exemple-ci, l'identité des gens. Hello, GS Gang. Moi et Chloé derrière la caméra aujourd'hui. Puis Ali, le chien à mon chum, qui est en arrière. J'aime trop ton balado. Merci beaucoup. Merci de promouvoir la femme dans son ensemble et de nous faire sentir moins seuls. Tu as tout compris. C'est exactement ce que je voulais faire. En tout cas, j'ai personnellement toujours l'impression d'avoir un tête-à-tête privé entre filles. C'est très cool. Bien, ça fait vraiment plaisir. Tu nous as invités à t'écrire et j'ai instinctivement eu envie de partager mon histoire et savoir ce que tu en penses, / qu'est-ce que tu ferais à ma place. Merci pour ton aide. Là, je vais juste le dire d'emblée, puis je le répète, là. Je vais partager ce que je pense avec mes filtres parce qu'on me le demande et non parce que je me permets d'avoir un impact ou de dicter qu'est-ce qu'on devrait faire. Je pense que c'est important. D'ailleurs, Chloé, qui est derrière la caméra en ce moment, était comme « Ah, je sais pas, on dirait que c'était confortable. Il faudrait pas que tu dises des choses puis que la personne prend ça pour que tu caches puis qu'elle agisse puis finalement ça servir contre toi. S'il te plaît, Sophie, prends le temps de compute ce que je te dis, mais c'est juste my two cents par rapport à mes expériences personnelles. Puis après ça, si ça résonne ou pas, bien, j'aurais fait ma partie parce que tu me le demandes. Alors, je viens d'avoir 39 ans il y a quelque temps. Je pensais enfin avoir trouvé l'amour véritable.
Je sortais de quelques relations sans lendemain et après avoir pris du temps pour moi, j'étais prête à rencontrer quelqu'un de sérieux. C'est là que j'ai rencontré Marc sur une application de rencontre. Good for you, girl. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai rencontré un Marc. Là, je sais que ce n'est pas son vrai nom, mais moi aussi, j'ai rencontré un Marc sur l'application de rencontre jadis. On dirait que Tinder a évolué depuis. C'est pas aussi le fun comme expérience, mais ceci est un autre sujet. Dès nos premiers échanges, Marc était incroyablement charmant, intelligent et attentionné. Il m'envoyait des messages tous les jours, me couvrait de compliments, me disait à quel point j'étais spéciale et combien il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme moi. J'étais flattée. Après plusieurs années de relations un peu distantes, je dois dire, cette attention me faisait vraiment du bien et je me laissais emporter par cette histoire. Très vite, il me proposait de faire des voyages, parlait de projets d'avenir, d'un possible emménagement ensemble, tout ça au bout de seulement 2 semaines. C'était rapide, inévitablement, mais je pensais que c'était peut-être ça, le vrai coup de foudre au final. Je me suis dit également qu'à mon âge, il fallait peut-être se permettre d'accélérer le processus si je ne voulais pas passer à côté d'une histoire merveilleuse. Mais après 1 mois, les choses ont commencé à changer. Marc était si adorable et enthousiaste au début qu'il a commencé pourtant à me faire des critiques, mais subtilement. Un soir, alors qu'on dînait avec des amis, il m'a fait une remarque sur ma façon de rire. Il me dit que je riais trop fort, que c'était mignon, mais vraiment gênant pour lui, qu'il fallait que je change ma façon de rire. Sur le coup, je lui ai dit que j'ai ri avec lui en fait en me disant que c'était une plaisanterie, mais ce n'était en fait que le début des critiques. Peu à peu, il a commencé à critiquer ma façon de m'habiller, à me dire que j'étais trop émotive et que je dramatisais pour rien à peu près toutes les situations. À chaque remarque, je me disais qu'il voulait sûrement m'aider à m'améliorer, qu'il était simplement un peu perfectionniste et qu'en raison de notre âge, il avait été habitué à tout simplement autre chose. Puis, il a commencé à changer d'humeur sans raison apparente. Un jour, il est affectueux, tendre, attentionné et le lendemain, il devient froid et distant sans raison apparente. Quand je lui demande ce qui ne va pas, il me répond « C'est toi qui te fais des films encore, Sophie. » « Tu as vraiment un problème avec tes émotions. » Ça, c'est une phrase que je suis complètement tannée d'entendre. Et je me retrouve à douter de moi-même, à me demander si c'est vraiment moi le problème. Aussi, dernièrement, il a commencé à me critiquer chaque fois que je passe du temps avec mes amis. Il me dit qu'ils ont une mauvaise influence sur moi et n'ont rien de positif à m'offrir. En fait, mes amis adorent Marc. Et ils ont toujours été super gentils avec lui. Je dois avouer ne pas vraiment comprendre pourquoi il dit ça, mais je constate que je les vois de moins en moins par défaut, question d'éviter les conflits parce qu'à chaque fois, on se chicane. Je l'aime et je ne sais pas quoi en faire, car l'idée de tout recommencer encore à mon âge me terrorise. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est sûr que, bon, d'emblée, je sens ta peine, je sens ta souffrance, je sens que tu es peut-être inconfortable aussi parce que tu es dans une position probablement nouvelle. Ceci étant dit, puis je ne sais pas si ça va te rassurer ou te terroriser, Sophie, mais en tout cas, à mon sens, c'est pas quelque chose qui est unique. J'ai entendu cette histoire plein de fois, puis je l'ai sûrement déjà vécue moi-même, en fait. Pas sûrement, je l'ai déjà vécue moi-même lorsque j'étais plus jeune. Je veux pas faire de diagnostic, je veux pas dire quoi faire ou pas quoi faire, mais il y a des choses qui me sont quand même assez évidentes sur lesquelles je peux peut-être apporter ton attention. Puis après ça, t'en feras ce que t'en veux. C'est sûr qu'au premier regard, quand j'ai fini de lire ton texte, à part, bon, je l'ai relu 2-3 fois juste pour être sûre, mais il y a beaucoup, je trouve, en fait, il semble y avoir du gaslighting dans votre relation. Tu sais, quand on fait mention que tu es trop émotive. Hey, combien de fois j'ai eu ça comme commentaire? Tu es bien trop sensible, parce que oui, je suis une hypersensible. C'est pas un mensonge, là. Je suis une hypersensible. Mais de venir minimiser les émotions de quelqu'un ou l'inconfort de quelqu'un dans une situation sous prétexte que tu es trop sensible ou tu es folle. Combien de personnes qui disent « Oh, mon ex, c'est une folle, c'est une folle. » Tu sais, de venir minimiser ça, c'est une forme de gaslighting. Puis là, je sais que c'est une espèce de mot qui, dans les faits, c'est une expression qui date de vraiment longtemps. Puis il y en a encore pour qui je me rends compte dans notre génération, la fin de la trentaine, début quarantaine, surtout ma mère, elle comprend vraiment pas c'est quoi du gaslighting, mais il y a différentes façons de le voir. D'abord, nier des faits qui sont évidents. Tu sais, si, exemple, comme là, tu parles de ses émotions, ses changements d'humeur, c'est quelque chose qui est évident, non? Tu sais, si la personne est, en l'espace d'un instant, super de bonne humeur, puis après ça, elle tombe vraiment fâchée, c'est un fait. C'est pas quelque chose que tu peux inventer. T'es quand même, là, 2 secondes, tu chantonnais en
faisant la cuisine, puis 2 secondes après, tu es rendu fâché pour X, Y raison, c'est un fait, c'est factuel, on peut le voir, on peut le sentir, l'énergie est palpable dans une pièce. Fait que quelqu'un qui va venir nier des faits qui sont évidents, c'est une forme de gaslighting. Puis surtout, tu sais, je vais dire surtout parce que je trouve que c'est celle qui est la plus difficile puis qui vient atteindre un peu cette perception qu'on a de nous-mêmes, notre intégrité, mais surtout, en tout cas pour ma part, c'est vraiment venu jouer sur mon estime personnelle parce que je ne savais plus justement qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui n'était pas vrai. C'est de venir minimiser les émotions. Toutes les émotions ont raison d'être. Toutes les émotions sont valides. Après ça, peut-être qu'une personne pourrait, par exemple, dire « Ah ben regarde, je comprends comment tu te sens, mais je te rassure, X, Y affaire fait en sorte que tu n'as pas besoin de t'inquiéter ou tu ne devrais pas te sentir comme ça. Je m'excuse. » Tu sais, de se responsabiliser face aux émotions qu'on fait vivre à autrui, je pense que c'est super important. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est sûr que je suis comme... Il faudrait peut-être que les choses soient adressées parce que peut-être que ton partenaire, il n'est même pas au courant en ce moment qu'il y a des comportements qui peuvent devenir toxiques, à tout de moins, à long terme, si ça perdure dans le temps. Là, je ne sais pas, ça fait combien de temps, tu me parles de ça, j'ai l'impression que ça doit faire 1 mois, 2 mois-ish que tu es avec la personne. C'est une relation qui est très, très jeune. Normalement, dans, je veux dire, les normes sociétales, mais tu sais, dans les premiers 6 mois, 1 an, on est un peu dans le honeymoon phase, on apprend à se connaître normalement. C'est la période, en tout cas, d'un couple où est-ce que les gens font plus attention, essaient de moins mettre de l'avant leurs défauts ou des comportements qui pourraient déplaire à leur partenaire. Donc, j'ai comme envie de te dire que si déjà, après seulement quelques semaines, il y a des comportements comme ça qui font surface, girl, je ne sais pas ce qui va arriver si tu déménages avec ou, tu sais, j'ai comme crainte un peu que ça prenne de l'ampleur puis que ça fasse en sorte que tu te sentes encore moins bien dans la dynamique relationnelle, en tout cas. Puis, tu sais, tu me parles de... aussi que tu te demandes si c'est toi le problème. Tu sais, c'est sûr que là, je sais pas, tu sais, je suis pas dans votre dynamique relationnelle, je suis pas là avec vous, je sais pas à quoi tu fais référence exactement. C'est sûr que, en tout cas, moi, je trouve qu'on a tout le temps une part de responsabilité, peu importe la situation. Quand il y a un conflit, par exemple, dans un couple, bien, on est deux, que ce soit en amitié ou autre, tu sais, tout le monde a sa part de responsabilité. Après ça, c'est savoir, bien, est-ce que ça me revient, ça te revient? Tu sais, le but, c'est pas de savoir qui a raison ou tort. Puis ça, c'est, à mon sens, la pire guerre qu'on peut avoir dans n'importe quel conflit, là, que ce soit professionnel, amical ou autre. Il y a pas... On s'en fout de savoir qui a raison ou qui a tort. Tu sais. On s'en fout, en fait, qu'il y ait un gagnant ou un perdant. C'est pas ça, une relation. Après, c'est juste de savoir, OK, comme voici comment tu perçois les choses, voici comment tu ressens la situation. Bien, je suis désolée ou comme dis-moi comment je pourrais agir autrement pour arrêter de te faire sentir ainsi. Ça, c'est une relation qui est bienveillante. Tu sais. Puis c'est tellement facile à appliquer quand on aime véritablement puis pour les bonnes raisons. Puis c'est surtout facile à appliquer quand on a travaillé sur soi. Parce que là, c'est ça, vous le savez, là, ça fait quoi, 6 mois là, que je suis en relation, au moment où je parle 7. Mais c'est pas toujours facile. Des fois, je suis comme « Ah! Il y a des petits démons qui remontent. » Tu sais, c'est le travail d'une vie. Là. C'est pas parce que j'ai fait de la thérapie pendant X nombre d'années, puis que je suis revenue, puis j'ai lu des livres, puis que j'en fais encore. Tu sais, je suis très dans le développement personnel, tout ça. Mais mon Dieu, je suis loin d'être parfaite, puis j'en ai plein de défauts. Puis il y a des fois que j'ai la mèche courte, puis il y a des fois que mon insécurité prend le dessus. Puis c'est sûr que mes expériences précédentes viennent teinter des fois comment je perçois une situation qui devrait être, à son sens, à lui, mettons, banale. Mais pour moi, it's a big deal. Genre, je capote. Je suis comme, j'ai besoin que tu me rassures. Ça m'appartient, c'est ma responsabilité. Mais il n'empêche que c'est quand même plus facile parce qu'aujourd'hui, en ayant travaillé sur mes petits bobos, bien, je le sais quand ça arrive, puis je suis comme, je le sais, puis j'en ris après. Puis je suis comme, oh mon Dieu, je suis vraiment allée n'importe où. J'ai vraiment explosé pour rien, mon chum. Puis tu sais, on en parle, puis on en rit, puis ça dédramatise la situation. Mais pour être capable de comprendre ça, il a fallu que je travaille sur moi, inévitablement, tu sais. Autre chose aussi que je veux dire par rapport au gaslighting, puis après ça, j'arrête dans ce volet-là, mais c'est parce que c'est quelque chose que les gens ne remarquent pas. Puis même moi, des fois, je me rends compte qu'il faut que je fasse attention. C'est faire des blagues qui sont blessantes. Tu sais, moi, j'ai un humour, j'appelle ça l'humour noir, mettons. Je ne vais jamais attaquer quelqu'un personnellement ou aller toucher une insécurité de quelqu'un. Tu sais, je ne fais pas par exprès, mais des fois, dans l'humour qu'on appelle noir, qui est un humour qui... Tu sais, moi, en fait, je ne m'adresse jamais à mon public directement. Tu sais, je ne suis pas comme « Hey, ma chum, mettons, je sais pas, là, tu viens de te faire laisser. » Tu sais, jamais je vais faire une joke à elle de ce côté-là. Mais ça se peut que j'utilise des fois son exemple
sa situation pour faire des blagues un peu noires à XY personne, sans nécessairement la nommer. Mais bref, je veux juste dire que dans l'entourage, les gens entendent ça. Puis c'est pas parce que tu t'adresses pas à une personne spécifique que ça ne peut pas être blessant. Puis ça rentre aussi dans la définition du gaslighting. Fait que ça se peut aussi que je gaslight des fois, sans même m'en rendre compte, même si mes intentions sont pures ou autres. Mais il faut quand même faire attention à la répercussion que ça peut avoir de l'autre côté. Fait que je m'assure que, en tout cas, moi, il y a plein d'humoristes là, qui utilisent justement de l'humour un peu plus noir, puis mon Dieu que ça me fait rire. Mais ça reste que oui, ça peut blesser des gens, puis il faut être conscient de ça et se responsabiliser face à ça. Fait que, bref, tout ça pour dire que je trouve que dans le partage de ton histoire, il semble y avoir du gaslighting, puis je pense que ça serait bien de peut-être le nommer ou lui faire voir justement qu'est-ce que c'est, faire comprendre aussi, bien, quand tu dis ou tu fais telle chose, bien, voici comment ça me fait sentir, tu sais. L'autre chose aussi qui m'a un petit peu croché à l'intérieur de moi parce que j'ai vécu ce genre de situation-là, puis peut-être que moi, c'était vraiment probablement plus, je vais dire, grave ou rendu loin, si on le veut, que toi. C'est le fait qu'il y a comme une distance qui est en train de se créer avec ton cercle proche, avec tes amis. Si tu me dis que tes amis adorent ton partenaire puis ont toujours été gentils avec lui, il n'y a aucune raison pourquoi il devrait avoir une mauvaise interprétation des gens. Après ça, il y a peut-être des choses, justement, des informations qui manquent, ou peut-être que toi, tu as des informations qui te manquent, mais moi, on m'a déjà isolée. Mais je suis dans une relation hyper toxique, Puis cette personne-là m'isolait parce que c'était tellement évident que j'étais dans une relation toxique. Évidemment que mes amis m'en parlaient, puis me nommaient, puis ils étaient comme, mon Dieu, il faut que tu sortes de là, essayer de m'aider là-dedans. Fait pour lui, sa façon de continuer à avoir un certain contrôle ou une emprise sur moi, bien, c'était de fait de... Justement, il minimisait mes relations amicales. À l'époque, j'étais vraiment plus jeune, puis lui, on avait 11 ans de différence, puis il disait que mes amis étaient des enfants, puis ils étaient super immatures, puis que c'est pas les personnes qui pouvaient me faire grandir. Fait que c'est sûr qu'on dirait que par défaut, j'avais comme un malaise de partager des moments avec mes amis, surtout quand mon chum était là. Puis l'affaire, c'est que j'étais tout le temps avec lui. Tout le temps. Il me laissait jamais toute seule. Fait que c'était bien compliqué. Fait que c'est sûr que quand je lis ça en ce moment, je pense que c'est important que quand on entre quelqu'un dans notre vie de nouveau, encore une fois, que ce soit un ami, que ce soit des nouveaux collègues de travail parce qu'on vient de changer d'emploi, que ce soit un amoureux, c'est pas normal. En fait, je vais commencer par une chose. C'est normal de faire un certain ménage dans sa vie. C'est normal que des personnes quittent, reviennent. On appelle ça le flot naturel de la vie, Il y a des amis avec qui j'étais super proche parce qu'on était célibataires puis on partageait le même genre de lifestyle. Puis à un moment donné, quand on s'est mis en couple ou une de mes amies s'est mise en couple, bien là, c'est peut-être avec d'autres personnes que je partage mon quotidien. Ça reste des amis, mais peut-être qu'on passe moins souvent du temps ensemble. Je pense que ça, c'est normal complètement, mais de là à couper les ponts avec des gens qui font partie de notre vie depuis X nombre d'années, qui sont des personnes qui sont chères pour nous, voire importantes pour nous, juste parce que quelqu'un ne les aime pas ou est inconfortable en leur présence, c'est supposé, à mon sens, puis là, je ne veux pas critiquer quoi que ce soit, mais à mon sens, c'est un peu un red flag. À moins que tu aies des amis qui soient vraiment nocifs, à moins que tu aies un entourage qui soit vraiment toxique, puis que c'est une personne qui veut juste être bienveillante, puis t'aider justement à grandir. Je le sais pas dans le cas de cette histoire-là, il manque des détails. Ceci étant dit, c'est que si tu le sais fondamentalement que tes amis partagent les mêmes valeurs que toi, que vous êtes vraiment en unicité, que c'est des bonnes personnes, que tu les connais depuis X nombre d'années, puis tu n'as aucun doute que ces personnes-là, tu veux les avoir dans ta vie, ne t'en éloigne jamais. Tu devrais pas avoir à faire un ménage parce que tu rentres quelqu'un d'autre dans ta vie. C'est comme, it's a package deal. Genre, ça vient avec. C'est comme si quelqu'un viendrait dans ma vie puis dirait, hey, moi, je suis allergique au chien. I'm sorry, mais mon chien est avec moi depuis 12 ans. Fait que si t'es pas content, ben, on se verra au café au coin de la rue parce que tu es allergique aux poils. C'est pas mon problème, mais moi, ça passerait pas. Je suis un package deal, je viens avec mon chien. Mais mes amis, c'est la même affaire, tu sais. Est-ce qu'on est obligé de devenir les meilleurs amis avec les amis de notre chum, notre blonde? Absolument pas. Mais jamais que, tu sais, si moi j'ai un ami, mettons, dans l'entourage à mon copain ou une amie, que je les trouve moins pertinents pour moi ou que j'ai pas vraiment d'affinité particulière, c'est pas mon problème si lui, tu sais, dans le sens que moi, je suis pas obligée de passer du temps avec cette personne-là, mais jamais je vais dire à mon chum, hey, j'aimerais ça que tu arrêtes de la voir ou le voir. Jamais je vais faire ça. Ça serait irrespectueux complètement. Fait que, après ça, tu sais, voici ce que j'en pense. Tu sais, je pense que c'est plus toi qui vas le savoir. Tu sais, fie-toi à ton instinct.
Tu sais, pose-toi la question, est-ce qu'il y a des signes d'abus psychologiques? Tu sais, il y a comme des petits brides potentielles. Je le sais pas, je ne vais pas mettre une étiquette, mais à long terme, on dirait que si tu n'as pas une discussion qui est bienveillante avec ton partenaire puis tu lui expliques pas concrètement comment il te fait sentir, je vois pas comment cette relation-là peut évoluer de façon positive pour toi. C'est tout ce que je peux dire. Si tu ne permets pas de te prononcer sur tes besoins, sur tes limites, sur ce qui te fait plaisir ou pas, je vois pas. Anyway, c'est la base d'une relation, il faut communiquer. Fait que, tu sais, je t'invite vraiment à avoir une vraie discussion avec lui puis faire mettre en lumière. Peut-être qu'il est juste vraiment maladroit puis il n'a aucune conscience de ce qu'il est en train de faire. Mais chose certaine, c'est que je lis un peu ton inconfort, je lis un peu ton inquiétude. Puis ça, ben, c'est super important de l'adresser. Tu sais. Tu peux être honnête aussi avec lui. Tu dis, hey, honnêtement, je me questionne sur notre relation parce que là, ça fait une couple de fois qu'il arrive des affaires. Je me sens pas bien dans cette dynamique-là. On peut-tu en parler? Tu sais? Fait que aider son partenaire à grandir aussi, je trouve que c'est une forme d'amour. Fait que peut-être que tu peux y rendre service après tout. Puis ça m'amène aussi à jaser d'un truc qui. J'en faisais partie il y a pas longtemps. Puis une affaire qui, ça aussi, ça me fait des petits croches au cœur. C'est le fait de dire, en raison de mon âge, je vais me contenter d'eux. En raison de mon âge, j'ai peur de me séparer ou de me retrouver seule. Parce que peut-être, je ne sais pas si tu as des enfants ou si tu aspires à avoir une famille ou si tu as juste peur d'être seule parce que tu as un besoin de connexion plus profond. Mais l'âge ne devrait pas être un facteur décisionnel. Ça n'a rien à voir. C'est une question de self-esteem, c'est une question d'amour-propre, c'est une question de la valeur qu'on va s'attribuer, de se choisir puis de préférer être seul que d'être mal accompagné. Ça, c'est un dicton qui, by the way, j'avais pris ça dans Occupation Double, genre, au début, c'est un des candidats qui avait dit ça, puis since then, je le transporte encore dans ma vie, mais vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est un dicton que j'y crois pur et dur, puis ça, c'est vraiment important. Fait que, tu sais, de venir ajouter un facteur âge, puis de se dire, hey, à cause de mon âge, j'ai vraiment peur de tout recommencer à zéro. Il faut commencer à être excité par les pages blanches. Il faut commencer à être excité de voir ce que l'avenir peut nous réserver quand on est en pleine capacité de nos moyens, puis quand on est vraiment aligné, puis qu'on a confiance en soi, puis qu'on a une self-esteem qui explose. Il faut commencer à être excité de voir les possibilités qui s'offrent à nous plutôt que d'avoir la chienne d'une page blanche. Imagine si je te disais que, admettons, notre vie, c'est un livre à colorier, mettons. Puis on ne sait juste pas c'est quoi qui se trouve sur la page suivante. On le sait pas. Puis là, tu arrives au moment où il faut que tu flippes la page parce que, bon, tu décides de quitter une relation, tu t'éloignes d'une amie ou peu importe. Puis là, tu arrives à cette page-là, puis je t'impose un dessin d'une araignée. Puis je suis comme, voici où tu es rendu dans ta vie, il faut que tu colores ton araignée. J'adore mes métaphores en ce moment, c'est incroyable. Fait que là, il faut que tu dessines une araignée. En fait, il faut que tu y remplisses de couleurs, là, comme les bons vieux livres à colorier. Mais toi, tu as la chienne, tu as une phobie des araignées. Mais je te dis, voici ce que tu dois faire. C'est poche en tabarnouche. Puis là, je sais que ça n'a pas rapport de... On va peut-être aux extrêmes avec une phobie. Là. Je ne dis pas que la vie va vous envoyer vos phobies en pleine face, mais je veux juste dire que, ça serait pas mal plus excitant d'avoir la possibilité de dessiner tout ce que tu veux sur cette page-là plutôt que de te le faire imposer. C'est ça que je veux dire. Tu sais, arrêter d'avoir peur du vide ou de la solitude ou de l'inconnu, surtout. Il n'y a rien de plus gratifiant que de tracer son propre chemin à sa saveur dans un air qui est complètement vide puis qui n'a pas encore été dessiné, tu sais. Fait que, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça à intégrer, surtout, je trouve, pour les femmes. Là, tu as 39 ans, j'ai 37. Je le vois, là, c'est un discours qui est récurrent, là, même en changement de carrière. C'est rendu qu'on approche la quarantaine, puis on a la chienne de le faire parce qu'on est comme, ben là, je suis ben trop vieille, il y a des jeunes de 20 ans qui sortent de l'université. Oui, mais ils n'ont pas ton bagage d'expérience. Grandir, vieillir, puis là, je mets des guillemets parce que je me trouve pas vieille, mais vieillir, gagner en âge, c'est juste positif. Ça devrait être juste ça. Il faut qu'on change le discours interne qu'on a tout le temps. Puis, tu sais, il faut qu'on se sente en sécurité face au choix ou surtout face à ce qu'on est en train de vivre. Tu sais, si, exemple, justement, là, tu veux changer de carrière parce que tu t'emmerdes, parce que tu es épuisé mentalement, parce que tu ne te sens pas épanoui, bien, change de job. Parce que oui, OK, tu as peut-être un bon package puis des avantages sociaux ou quoi que ce soit, mais tu devrais te sentir bien puis en sécurité.
Demain, là, si tu continues à te brûler comme ça, peut-être que tu vas avoir un problème de santé réel parce que la vie, c'est quand Une affaire que j'ai compris, c'est quand tu comprends pas un message, on te le renvoie de façon amplifiée, back-to-back, jusqu'à temps que tu comprennes le message. Fait que si, mettons, tu es malheureuse dans une relation, si tu es malheureuse dans un travail, si tu as envie d'expérimenter d'autres choses ou de vivre une aventure comme « My God, vas-y », tu sais, il faut qu'on arrête d'avoir la chienne, de regretter quoi que ce soit. Ça, comme... Puis là, je sais que ça a l'air facile à dire. J'ai fait plein de choix qui étaient vraiment difficiles, mais il n'y a pas une maudite fois que je l'ai regretté, même si ce n'était pas nécessairement des bons choix, même si ça n'a pas nécessairement donné le résultat escompté. J'ai jamais regretté d'avoir essayé ou d'avoir eu l'audace de faire quelque chose de différent dans ma vie, tu sais. Puis c'est la dernière chose que j'ai envie de dire par rapport, oui, aux relations, mais même au boulot, parce que ça, c'est quelque chose aussi que j'ai vécu souvent, tu sais. Je trouve qu'aujourd'hui, le plus grand luxe pour moi, c'est d'être capable de dormir la nuit. D'être capable de dormir sur mes deux oreilles, d'avoir la tête tranquille, puis de ne pas avoir l'esprit qui spinne parce que je suis insécure, parce que je ne sais pas où mon chum, ou parce que je ne sais pas si c'est la bonne personne pour moi, ou je ne sais pas si c'est le travail que je veux, ou... Tu sais, c'est sûr, après ça, on peut faire de l'insomnie pour mille et une raisons, mais tu sais, je parle de vraiment dormir avec une profondeur de sommeil, puis une quiétude d'esprit, là, pour moi, ça, là, this is luxury, bro. C'est pas un sac Chanel, je vous le jure, mais comme je vais n'importe quand échanger n'importe quoi juste pour avoir la possibilité de dormir de façon tranquille la nuit, puis d'avoir la certitude que je vais être contente de me réveiller aussi dans cette vie-là le lendemain, tu sais. Fait que, bref, voilà ce que j'avais envie de vous partager face à ça. J'espère que ça l'a un peu éclairé ta réflexion face à ce que tu es en train de traverser présentement, Sophie. J'espère que vous, à la maison aussi, vous allez peut-être voir des lumières par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses que, tu sais, justement, on accepte de rester dans des situations que je vais dire qui sont chiantes, là, qui sont difficiles. Puis il y a plein de raisons pour ça. Tu sais, là, je vous l'avais dit d'emblée en intro, puis je ne vous ai pas oublié. J'ai demandé des petits conseils à mon psychologue chéri. En fait, je suis allée repiger dans des capsules qu'on a enregistrées ensemble. Si jamais vous ne les avez pas vues, allez voir sur le feed Instagram. J'ai commencé à les diffuser publiquement. Vous n'avez plus besoin d'être abonné à 100 sur Patreon. Ceci étant dit, ça vous tente de m'encourager, allez-y parce que ça reste quand même de l'argent que je réinjecte dans la marque et tout ça. Fait que ça va me faire plaisir de vous avoir comme abonné pour que vous allez tout voir, le contenu, que ce soit les épisodes balado ou les capsules avec Marc Pistorio en exclusivité, en primaire en fait. D'abord, mais là, j'ai commencé à sortir des capsules qui dataient de quelques mois sur le feed d'Instagram et j'ai demandé pourquoi on a tendance à rester dans des relations ou dans des situations qui sont chiantes pour nous, qui sont difficiles. D'abord, la première chose qui me nommait, c'est l'attachement émotionnel. Tu sais, là, on va rester sur l'aspect du couple là, pour faciliter la compréhension de celle-ci, puis surtout pour toi, Sophie, parce que tu m'as demandé des conseils. Mais l'attachement émotionnel, tu sais, c'est pas parce qu'on est dans une situation difficile avec un partenaire ou une partenaire que c'est nécessairement une personne qui est 100% mauvaise, là. On en vit des beaux moments, sinon on ne serait pas avec cette personne-là. On vit des moments qui sont gratifiants, des moments de tendresse, des moments d'intimité qui sont vraiment le fun. Fait que c'est normal de ne pas tout le temps vouloir juste comme « Hey, je m'en vais, puis je me revire pas de bord, puis on s'en fout. » Au contraire, je pense que c'est une force aussi de pas juste, quand il y a un petit bobo dans un couple, de s'en aller puis de mettre la serrure dans la porte, là. La clé dans la serrure. La clé dans la serrure. C'est ça que je voulais dire. Mais je pense que quand même, des fois, il faut relativiser les choses puis de faire comme « Hey, je reste là juste parce que je suis trop attachée. » Mais il y a plein d'affaires là, qui flashent. Là. J'ai une grosse lumière rouge qui me dit « Va-t'en, va-t'en, va-t'en. » C'est à toi d'analyser la chose inévitablement. L'espoir de changement, c'est une des raisons aussi. Il y a tellement de gens qui espèrent que la dynamique relationnelle va changer. Moi, je trouve ça beau, honnêtement. Moi, je trouve ça beau de croire que tout le monde a la possibilité de changer puis qu'on puisse grandir ensemble, mais c'est possible seulement et seulement si ton ou ta partenaire veut le faire avec toi. Fait que, tu sais, après ça, t'en fais ce que t'en veux, mais il faut que les deux soient actifs dans le changement en tant que tel. Perte de confiance et d'estime en soi. Je l'explique un petit peu par rapport au gaslighting, mais tu sais, des fois, quand on est dans une relation, je vais dire toxique ou difficile, bien, on finit par perdre confiance, on se dit que c'est tout ce qu'on mérite ou on n'aura jamais mieux de toute façon. Fait que, tu sais, ça, c'est super important de relativiser la chose parce que ça se peut que ça soit ta relation qui enlève la confiance en toi aussi. Fait que, tu sais, des fois, de prendre un petit papier puis d'écrire, là, puis de mettre ça à plat, ça permet d'avoir un regard plus rationnel sur la situation.
L'attachement aux souvenirs positifs, ben là, ça, j'ai pas besoin de l'expliquer, surtout quand on est rendu à avoir une famille, une maison, on a fait plein de voyages et des fois, on est comme vraiment plus attaché aux souvenirs de ce que notre relation était versus qu'est-ce qu'elle est dans le moment présent. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi on reste puis on accepte ce genre de trucs-là. C'est notamment quelque chose que j'ai vécu avec des relations amicales. Tu sais, je restais puis j'étais comme, mais ça fait des années que cette personne-là est dans ma vie, on a grandi ensemble, on a eu toutes nos premières fois ensemble. Ouais, mais cette personne-là, elle te traite comme la mère dans date d'aujourd'hui, tu sais. Ciao, bye, m'en va. J'ai décidé de me choisir, puis c'est tout. La peur de la solitude ou de l'inconnu, bien, je l'ai abordée par rapport à l'âge, mais je pense que je ne vais pas revenir sur mon exemple de livre à colorier parce qu'il est un peu forcé, mais vous avez compris, la page blanche, ça peut être excitante. Il y a tout aussi ce qui a trait, et ça aussi, mon Dieu, ça m'a fait sourire quand j'ai lu ça avec Marc, mais le syndrome du sauveur. Qu'est-ce que je l'ai? J'ai tellement voulu sauver souvent dans ma vie des gens, des amis, des personnes, là, puis que j'étais comme, elle a besoin d'aide, elle a vécu une telle affaire, tu sais, ses comportements sont complètement néfastes pour moi, mais elle vient de vivre quelque chose de tellement gros que je vais accepter, puis c'est pas ma job de sauver personne, là. C'est correct de s'entraider, puis je suis pas en train de dire que d'être égocentrique, là, c'est vraiment pas, puis c'est pas du tout ma façon d'être de toute façon, mais de là à vouloir sauver une personne plus que qu'est-ce que la personne veut faire pour elle-même, je dis ça, je dis rien. Vous avez tout compris. Puis finalement, toutes les influences extérieures, la pression sociale, que ce soit par rapport à la société qui prône le fait que de vivre à deux, c'est tellement mieux que d'être toute seule. Bullshit. Ce qui vaut mieux, c'est d'être bien, peu importe qu'on soit seul ou accompagné, à mon sens. Fait que cette pression sociale-là, les moules sociétales dans lesquelles on vit, il faut vraiment les mettre de côté. Puis apprendre à se faire confiance là-dedans, puis même que ce soit les conseils de ta mère ou whatever, je suis comme non, on a un instinct en dedans, ça a été intégré dans notre machine par défaut pour nous aider à nous guider. Fait qu'il faut apprendre à s'en servir, mais pour ça, des fois, il faut enlever du bruit autour de nous pour être capable davantage de s'entendre et de s'écouter. Donc, voilà. J'espère que si jamais vous êtes pogné dans une relation de merde, vous êtes capable de vous en sortir. Il y a plein de façons de faire. Je vous invite vraiment à écouter les capsules avec Marc. Mais ceci étant dit, c'était pas pour vous rajouter du contenu à écouter de Génération Sidechick. Libre à vous de faire ce que vous en voulez, mais il y a tellement de lectures disponibles. Quand j'ai fait mes recherches, il y a tellement d'outils disponibles pour nous aider à avoir un éveil de conscience. Il y a des tests gratuits qui sont disponibles sur Google. Tu fais des tests, tu remplis des petites questions, comme les magazines cool dans le temps, même affaire. Puis tu peux t'en servir pour vivre de façon plus épanouie dans ton quotidien. Ceci étant, je crois que c'est le dernier épisode avant 2025, puis je dis tout le temps je crois parce que des fois je rappelle Chloé, puis je suis comme « Ah, il y a peut-être un autre épisode! » Je ne sais plus trop dans quel ordre je vais les sortir, mais ceci étant dit, je vous souhaite tellement d'être excité par rapport à ce qui vous attend, peu importe à l'âge que vous avez, peu importe ce qui vous attend, relationnellement parlant, professionnellement parlant ou autre. Apprenez vraiment à être excité de dessiner votre vie parce que on en a juste une. Puis je sais que c'est cheesy à dire, mais même moi, je me le répète souvent. Je suis comme, hey, j'en ai juste une, là. Ciao, bye, j'ai assez perdu de temps. Puis c'est pas vrai que je vais commencer à avoir peur de faire mes choix pour que je sois encore plus heureuse. Puis en plus, vous allez faire un cadeau à votre entourage parce que ça va rayonner toutes ces affaires-là. Voilà. Fait que si on ne se revoit pas la semaine prochaine, on se revoit bientôt. Ciao!